Bienvenue à tous, chers amis, à la poursuite de notre cours de neurophysiologie. Et aujourd'hui, nous allons devoir aborder le troisième chapitre dans le second module. Le second module lui-même étant intitulé les centres nerveux. Et aujourd'hui, le troisième chapitre portera sur la physiologie des ganglions de la base. Bienvenue à tous encore, je vous souhaite bon visionnage. Alors, au cours de notre exposé d'aujourd'hui, nous allons commencer par donner une introduction du sujet que nous allons devoir traiter. Ensuite, nous parlerons des composantes qui constituent les ganglions de la base. Ensuite, nous parlerons des connexions et des neurotransmetteurs des noyaux gris centraux et des ganglions de la base. Ensuite, nous parlerons des différentes fonctions qu'exercent les ganglions de la base au sein du système nerveux. Et enfin, nous parlerons de la physiologie appliquée aux désordres qui sont relatifs au fonctionnement des ganglions de la base. Donc ici, au cours de ce dernier point, nous aurons à passer en revue quelques maladies qui sont associées à un dysfonctionnement des ganglions de la base. Alors, il faut signaler que, comme on l'avait déjà appris au début du cours, la substance grise occupe la partie périphérique du système nerveux central, tandis que la substance blanche occupe la partie centrale. Alors, ce que nous savons, c'est que le cortex cérébral est en majeure partie, donc pas en majeure partie, mais le cortex cérébral est essentiellement constitué de substances grises parce que il est réputé regorger des masses neuronales. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que, à part la substance grise corticale, la substance grise que nous avons au niveau du cortex, il y a de petites masses de substances grises qui sont enfouies et perdues au sein même de la structure, donc au sein même de la masse encéphalique. Vous comprenez? Et ce sont ces petites masses éparses de matière grise qui se sont retrouvées par hasard à l'intérieur de la substance blanche en profondeur de la matière cérébrale que nous appelons les ganglions de la base. Mais néanmoins, il faut bel et bien signaler une chose. De par la terminologie que nous avons eue au début de notre cours de neurophysiologie, les ganglions représentent une masse donc, les ganglions représentent en quelque sorte l'ensemble des corps neuronaux localisés au sein du système nerveux périphérique. Tandis qu'au sein du système nerveux central, cette masse-là des corps cellulaires des neurones porte bel et bien le nom des noyaux. Donc, en réalité, on ne devait pas les appeler les ganglions de la base parce qu'ici, nous sommes dans le système nerveux central. On devait les appeler les noyaux. Alors, il y a des gens qui les appellent les noyaux gris centraux, mais en quelque sorte, c'est le terme ganglion de la base qui est couramment utilisé. Néanmoins, compte tenu de la terminologie, ce terme-là ne va pas de pair avec la terminologie. Mais cependant, si vous lisez la plupart des bouquins des neurophysiologie et des neurologies, vous allez constater qu'on les appelle tout simplement communément et faussement les ganglions de la base. Mais en réalité, on devait les appeler les noyaux de la base parce que les noyaux représentent une masse des corps cellulaires neuronaux localisés au sein du système nerveux central. Et effectivement, ici, nous sommes en train de faire allusion aux masses des corps neuronaux qui sont retrouvés au sein du système nerveux central et non pas allusion aux masses des corps neuronaux localisés au niveau du système nerveux périphérique qui porterait avec exactitude le nom des ganglions. Voilà. Mais néanmoins, nous utilisons les termes comme il est communément utilisé. Alors, ce que nous allons signaler, c'est que
Les ganglions de la base constituent une partie du système extra-pyramidal impliqué dans la motricité. Donc, nous savons que les voies de la motricité, donc les deux systèmes de la motricité sont le système pyramidal avec, donc le système pyramidal, oui, avec son faisceau cortico-spinal qui part du cortex jusqu'au niveau des cornes antérieures de la moelle épinière où il fait synapse avec le deuxième neuron de la motricité qui quitte la moelle épinière jusqu'au niveau des muscles squelettiques. Mais aussi nous avons une partie du système, donc un autre système, le système extra-pyramidal qui constitue les ganglions, qui est constitué par les ganglions de la base. Et ce système extra-pyramidal intervient aussi dans la motricité. Nous allons voir que ce système est en connexion avec le cortex et sert à pouvoir moduler l'influx moteur qui a été généré au sein du cortex cérébral. Au fait, lorsque nous planifions la réalisation d'un mouvement, la planification s'est fait au niveau frontal, au niveau du lobe frontal. Ensuite, le lobe frontal envoie des signaux au niveau du cortex moteur. Alors, arrivé au niveau du cortex moteur, le cortex moteur envoie des signaux du mouvement en initiation vers les ganglions de la base. Les ganglions de la base traitent ce mouvement, puis envoient des signaux en retour vers le cortex cérébral via le thalamus. Et c'est après maintenant que le cortex cérébral active le faisceau cortico-spinal qui va jusqu'au niveau de la moelle épinière et le deuxième neurone va de la moelle épinière jusqu'au niveau des muscles squelettiques et là, le mouvement peut être déclenché. Donc, vous comprenez que en réalité, le système extra-pyramidal est vraiment impliqué dans la motricité. Nous allons voir cela en profondeur tout de suite. Alors, ce que nous allons montrer dans cette image, c'est que ici, vous avez pratiquement le cerveau et puis vous faites une coupe sagittale. Alors, en faisant une coupe sagittale, normalement, ça, c'est la coupe Non, ça, c'est pas la coupe sagittale, c'est une coupe coronale. Donc, elle est parallèle pratiquement au plan coronal. Ça, c'est une coupe coronale. Elle est parallèle au plan coronal. Alors, ça, c'est la coupe des Charcot. Elle est coronale. Alors, elle va nous montrer les ganglions de la base, les noyaux, donc les noyaux gris centraux ganglions de la base, comme on les appelle. Ici, vous avez pratiquement les ventricules latéraux. Les ventricules latéraux avec leur corne frontale, leur corne pariétale et leur corne occipitale. Alors là, vous avez les ventricules latéraux qui sont connectés au troisième ventricule et de part et d'autre, vous avez les thalamus. Vous avez les thalamus et ces corps mammillaires en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à côté? Donc, ici, vous avez les noyaux codés qui est en coupe. Il est en coupe parce qu'ici, vous voyez la tête du noyau codé, mais ça dépend de l'endroit où a été réalisée la coupe. À ce niveau, vous ne pouvez pas voir la queue, mais si vous avancez un peu en avant, vous pouvez voir à la fois la tête et la queue du noyau codé ici en bas. Donc, c'est franchement une structure axiforme qui passe en dessous du thalamus et qui est reliée au niveau du noyau lenticulaire. Alors là, vous avez le noyau lenticulaire qui a la forme d'une lentille. À ce niveau, nous allons parler de la constitution de ces noyaux lenticulaires. Alors, entre le noyau lenticulaire et le thalamus, vous avez la capsule interne qui a normalement un bras antérieur et un bras postérieur. Et puis, ici, plus en externe, vous avez ici, vous avez le claustrum. Le claustrum, cette masse de substances grises porte bel et bien le nom de claustrum. Et ici, vous avez le lobe insulaire ou l'insula. Alors, entre le noyau lenticulaire et le claustrum, vous avez la capsule externe. Et entre le claustrum et l'insula, vous avez la capsule extrême. Donc, ici, vous avez insula, capsule extrême, claustrum, capsule externe, noyau lenticulaire, capsule interne avec ses bras antérieurs et bras postérieurs. Et là, vous avez le thalamus. Alors,
Ici en bas, vous avez les corps mammillaires. Normalement, ici, on ne voit pas les autres parties des noyaux, des ganglions de la base parce que il faut pratiquement faire une coupe au niveau du mésencéphale pour voir les locus niger et les autres parties constitutives. Donc, globalement, à ce niveau, vous avez comme ganglion de la base ou noyau gris centraux le noyau codé avec sa tête qui est visible, mais la queue n'est pas visible, et le noyau lenticulaire. Mais il y a d'autres constituants qui ne peuvent pas être vus au sein de cette coupe. Donc, nous allons avoir d'autres coupes qui peuvent montrer une représentation de plus en plus intégrale et nous permettre de comprendre. Alors, ici, nous allons parler des composantes des ganglions de la base. Normalement, globalement, il y a trois composantes au sein des ganglions de la base. La première composante, c'est le corps striatum ou le striatum, le corpus striatum ou le corps strié. Hein. Normalement, le corps strié comprend le noyau codé. Vous comprenez? Le corps strié comprend le noyau codé et le noyau lenticulaire. Alors, la deuxième composante, c'est bel et bien le locus niger ou la substantia nigra ou la substance noire qui comprend deux parties, la pars compacta qui est riche en fibres dopaminergiques et la pars reticularis qui ne contient pas de fibres dopaminergiques. Ensuite, la troisième composante, c'est le corps de l'us. Le corps de l'us, c'est bel et bien le noyau sous-thalamique. Alors, au niveau du corps striatum, comme je vous ai dit, le corps striatum ou le striatum qui comprend le noyau codé et le noyau lenticulaire, nous avons encore deux subdivisions. Nous avons le néostriatum et le paléostriatum. Néostriatum et paléostriatum. Normalement, ça c'est une classification qui fait référence aux propriétés et aux connexions physiologiques. Alors, lorsque vous avez le néostriatum, il représente en quelque sorte le noyau codé et l'épitamène. Hein? Donc, le néostriatum, c'est le noyau codé et l'épitamène. Tandis que le paléostriatum, c'est pratiquement les globus pallidus, donc le pallidum médial et le pallidum latéral. Et à la fin, vous avez maintenant le noyau lenticulaire qui comprend le pitamène et pratiquement le pallidum médial et le pallidum latéral. Donc, je me répète, le corps strié lui-même, le corps strié lui-même comprend à la fois le noyau codé et le noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire lui-même, il comprend l'épitamène et le pallidum médial avec le pallidum latéral ou pitamène et globus pallidus parce que le globus pallidus comprend le pallidum médial et le pallidum latéral. Alors, vous avez maintenant le paléostriatum, lui c'est pratiquement le globus pallidus, donc pallidum médial et pallidum latéral. J'espère que cette terminologie est bel et bien comprise parce qu'elle va nous aider lorsque nous aurons à parler de la physiologie. Alors, ici, vous avez pratiquement la représentation du striatum. Vous avez à ce niveau le noyau codé qui est franchement une structure sous forme de C, recourbée en tout cas. Elle est vraiment recourbée. À l'intérieur, en interne, vous avez le thalamus, mais elle vient se fixer sur pratiquement le noyau lenticulaire. Donc, tout ça c'est le noyau lenticulaire. Hein. Tout ceci, c'est le noyau lenticulaire qui comprend la partie externe qui est l'épitamène, tandis que la partie interne, c'est le pallidum. Et au niveau du pallidum, nous avons le pallidum médial et le pallidum latéral. Donc, ça, c'est le noyau lenticulaire. Tandis que ça, c'est le noyau codé. Alors, tout ceci, noyau lenticulaire plus noyau codé, c'est le corps strié ou striatum. Alors, quand vous prenez le noyau codé et l'épitamène, cette structure un peu rouge ici à ce niveau, donc le noyau codé
et l'épitamène, ça c'est le néostriatum. Tandis que quand vous prenez les deux parties du pallidum, donc le pallidum médial et le pallidum latéral, ça c'est le paléostriatum. Et ici vous prenez pallidum médial, pallidum latéral, épitamène, ça c'est le noyau lenticulaire. Et là vous avez les deux thalamies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le noyau codé a la tête et la queue. Donc, à un moment donné, il y a des parties où vous pouvez exécuter une coupe où vous verrez seulement la tête, mais vous n'allez pas voir la queue. Tandis que si vous faites une coupe coronale un peu plus en arrière, vous verrez à la fois la tête et la queue. Donc, en faisant une coupe à ces niveaux, une coupe coronale à ces niveaux, vous verrez seulement la tête, mais vous ne verrez jamais la queue. Mais si vous faites une coupe coronale à ce niveau, vous verrez à la fois la tête et vous verrez à la fois la queue. C'est la raison pour laquelle à la coupe précédente, on a vu la tête, mais on n'a pas vu la queue. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que voilà, les deux autres noyaux, donc normalement, en dessous du thalamus, il y a aussi d'autres noyaux qu'on appelle les noyaux sous-thalamiques, qu'on appelle encore les corps de Luce, parce qu'il y a un physiologiste nommé Luce qui les a, non pas un physiologiste, mais un neuroanatomiste qui a découvert ces deux noyaux et il s'appelait Luce et on les avait appelés corps de Luce. Alors, mais actuellement, la tendance est de pouvoir ignorer les noms pour essayer un peu de faciliter la rétention en médecine. Alors, on préfère les appeler les noyaux sous-thalamiques, mais dans des anciens bouquins, en tout cas, on les appelle les corps de Luce. Alors, ici, à ce niveau, vous avez une coupe au niveau pratiquement du mésencéphale. Vous avez une coupe au niveau du mésencéphale. Ici, nous sommes en postérieur. Là, nous sommes en antérieur. Donc, ici en antérieur, vous avez la calotte. Au milieu, vous avez le tegmentum. Et en postérieur, vous avez le tectum. Comme ici, c'est le tectum en postérieur, les deux saillies à ce niveau représente, bien que je ne les ai pas identifiés, mais les deux saillies représentent les tubercules quadrijumeaux. Les tubercules quadrijumeaux et pratiquement ici vous avez l'aqueduc du mésencéphale ou l'aqueduc des Sylvius. Alors ici des parts où vous avez les noyaux oculomoteurs, mais ce qui nous concerne à ce niveau, c'est pratiquement ces deux substances, ces deux structures, cette structure et celle-ci, c'est pratiquement la substantia nigra. La substantia nigra ou locus niger qui comprend une pars compacte, c'est celle-ci, en noir, cette partie, on l'appelle pars compacte. Elle est noire parce que elle est bel et bien riche en fibres dopaminergiques, tandis que cette partie qui est blanche est encore appelée la pars reticularis. Donc, vous avez vu ceci en neuroanatomie. Alors, nous allons maintenant parler des connexions et ici, il faut bel et bien me suivre parce que c'est très très important et toute la physiologie dépend de ces différentes connexions avec les connexions qui établissent les noyaux, les ganglions de la base avec les autres structures encéphaliques, en l'occurrence du cortex et du thalamus. Alors, ici, il faut bel et bien me suivre très très bien. Ici, vous avez la représentation pratiquement du cortex et on a essayé un peu de pouvoir séparer et représenter individuellement les structures pour vous montrer comment ces structures sont connectées et arrivent à pouvoir échanger les informations pour les traitements moteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Vous avez le cortex. Ici, vous avez donc les deux cortex. Vous avez
pratiquement les cortex moteurs avec l'aire motrice primaire et l'aire motrice supplémentaire. Ici, normalement, cette aire motrice primaire correspond à l'aire 4 de Boltzmann et tout juste en avant, vous avez l'aire motrice supplémentaire. Ici, vous avez votre sillon central de Rolando. Là, vous avez les sillons latérales de Sylvius et en arrière, vous avez le cortex somesthésique. Alors, que ce soit les cortex moteurs ou alors les cortex somesthésiques, les deux cortex sont en connexion avec les ganglions de la base. Alors, comment ces connexions sont établies? Ici, vous avez le modèle à deux voies. Normalement, il y a plusieurs modèles, mais en raison d'apprentissage, c'est ce modèle qui est à votre niveau le modèle le plus simple à pouvoir apprendre. Il y a le modèle, c'est un modèle à deux voies, la voie directe et la voie indirecte. Donc, le circuit à deux voies, la voie directe et la voie indirecte. Et ici, je vous invite à bel et bien vous concentrer pour voir les flèches que j'ai pu instaurer pour pouvoir relier toutes ces structures. Donc, les flèches qui sont en noir, représentent les neurones glutamatergiques. Ces flèches représentent les neurones glutamatergiques, donc portent des potentiels, donc ça représente des fibres nerveuses qui ont un neurotransmetteur excitateur, en l'occurrence du glutamate. Tandis que les flèches qui sont en rouge, représentent bel et bien des neurones GABAergiques. Donc, ce sont des fibres nerveuses inhibitrices, tandis que des fibres noires sont des fibres nerveuses excitatrices, parce que ces fibres nerveuses sécrètent de glutamate, tandis que les fibres nerveuses en rouge sont des fibres nerveuses inhibitrices, parce que ces fibres sécrètent le GABA. Donc, noir, glutamate, glutamatergique, rouge, GABAergique. Alors, on commence maintenant avec le premier modèle, la voie directe. La voie directe, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc, lorsque nous voulons initier un mouvement, nous programmons le mouvement au niveau du lobe frontal. C'est à ce niveau que se fait la pensée, que nous élaborons la pensée. Donc, nous réfléchissons en fonction d'exécuter un mouvement quelconque au niveau du lobe frontal. Le lobe frontal à ce niveau est en connexion avec à la fois le cortex moteur, donc l'aire motrice supplémentaire et les cortex moteurs primaires, mais aussi avec les cortex somesthésiques ou cortex somatosensoriel primaire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Via des fibres, des interneurones qui relient le cortex frontal avec les cortex somesthésiques et les cortex moteurs, ce cortex frontal envoie des signaux d'initiation du mouvement au niveau du cortex moteur. Ou alors les autres cortex, mais je considère par exemple au niveau du cortex moteur primaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cortex envoie directement des influx excitateurs au niveau du putamen. Vous voyez, ça c'est la première voie. Alors, cette fibre qui relie le putamen, qui relie les cortex, qui vient du cortex cérébral vers le putamen, ça c'est une fibre excitatrice, elle est en noir, donc elle est glutamatergique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tandis qu'ici, vous voyez la fibre qui quitte le putamen vers le pallidum interne, cette fibre, elle est GABAergique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le cortex active cette fibre, parce que c'est une fibre excitatrice, elle est une fibre excitatrice, lorsqu'elle vient faire synapse avec, lorsqu'il y a initiation du mouvement, donc le cortex envoie des influx excitateurs via ces fibres au niveau du putamen. Ces influx excitateurs vont faire quoi? Vont activer
Parce que ces fibres-là vont activer cette deuxième catégorie de fibres. Vous comprenez? Parce que cette fibre va sécréter les glutamates. Or, les glutamates, c'est un neurotransmetteur excitateur. Comme le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur, que fera le glutamate? Il va exciter cette fibre. Or, cette fibre en elle-même est GABAergique. Lorsqu'elle est excitée par le glutamate, lorsqu'elle est excitée par le glutamate en provenance de cette première fibre, la fibre GABAergique va encore produire beaucoup plus de GABA. Vous comprenez? Donc, en arrivant suite à cette excitation, cette deuxième fibre, deuxième connexion va produire beaucoup plus de GABA au niveau du pallidum interne. Vous voyez? En produisant beaucoup plus de GABA au niveau du pallidum interne où la fibre fait synapse avec cette troisième fibre, vous comprenez? Cette troisième fibre, elle aussi, est dans les conditions normales GABAergique et donc inhibitrice. Lorsque cette fibre qui est dans les conditions normales inhibitrice, normalement, elle devait sécréter le GABA au niveau du thalamus. Alors, quand cette fibre qui sécrète beaucoup de GABA au niveau de sa synapse avec cette troisième connexion, cela fera en sorte que cette troisième connexion soit inhibée. Elle sera inhibée et ne va pas sécréter beaucoup de GABA au niveau du thalamus. Vous comprenez? Donc, il y a peu de GABA qui sera sécrété au niveau du thalamus à ce niveau. Et quand il y a peu de GABA sécrété au niveau du thalamus, ça signifie qu'il y a une baisse de l'inhibition. Et qui dit baisse de l'inhibition dit baisse de l'excitation. Or, cette quatrième connexion, elle est glutamatergique. Quand il y a baisse de l'inhibition, à partir de cette troisième connexion qui fait synapse avec elle, ça signifie que cette quatrième connexion sera plus excitée et elle va sécréter beaucoup de glutamate au niveau du cortex somatosensoriel et du cortex moteur en retour. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'il y a une excitation. Voyez, donc à partir des ganglions de la base, les ganglions de la base peuvent en tout cas conduire à une excitation corticale lors de l'initiation du mouvement via la première voie. Donc, le premier boucle, je me résume, c'est celui-ci. Il part franchement, pratiquement du cortex moteur vers l'épitamène, ensuite du pétamène vers le pallidum interne, ensuite du pallidum interne vers le thalamus et ensuite du thalamus vers pratiquement le cortex moteur. Donc, en quelque sorte, les ganglions de la base reçoivent des informations en provenance du cortex moteur, puis remettent les informations qu'ils ont reçues au niveau du cortex moteur. Donc, là, vous voyez que ça, c'est une voie excitatrice et je viens d'expliquer en quoi cette voie est excitatrice. Ce premier neurone il est glutamatergique, tandis que le deuxième et le troisième sont GABAergiques et le dernier est glutamatergique. Alors, ici, vous avez le cortex moteur primaire et l'aire motrice supplémentaire. Voilà. Ou alors le cortex moteur accessoire. Alors, nous allons maintenant parler du deuxième circuit. Donc, je disais qu'il s'agit ici d'un circuit à deux voies. Nous avons déjà parlé de la voie excitatrice. Maintenant, voyons maintenant en quelle est la seconde voie, qui est la voie indirecte et comment elle est inhibitrice. Parce que la voie indirecte, elle est inhibitrice. Alors, on va voir d'abord comment elle est indirecte et pourquoi elle est inhibitrice. Excusez-moi. Alors, ici, vous avez toujours votre cortex qui envoie des influx excitateurs via cette fibre glutamatergique, via les fibres glutamatergiques au niveau du pétamène. Ça, c'est le premier neurone de cette voie. Alors, quel est maintenant le deuxième neurone? Le deuxième neurone va quitter le pétamène vers le globus pallidus externe. Vous voyez, ce n'est pas comme la première voie, la voie directe.
vous vous rappelez que la voie directe, son deuxième neurone quittait pratiquement le putamen pour aller directement au niveau du pallidum interne. Mais ici, cette voie indirecte, le deuxième neurone quitte le globus pallide, donc le putamen, vers le pallidum externe d'abord et non pas vers le pallidum interne. Donc, il va du putamen, le deuxième neurone va du putamen vers le pallidum externe et cette voie est GABAergique. Hein? Donc, cette connexion, elle est GABAergique. La troisième connexion va pratiquement du globus pallidus externe vers le corps d'Ehlers. Vous voyez, au noyau sous-thalamique. Alors, du globus pallidus vers le corps d'Ehlers, ça c'est une voie aussi inhibitrice ou alors une voie GABAergique. Donc, parce que cette connexion sécrète les GABA au niveau du noyau sous-thalamique. Alors, la quatrième connexion va du noyau sous-thalamique vers le globus pallidus interne. Et ici, cette connexion est glutamatergique parce qu'elle est en noir. Donc, vous voyez la différence, pourquoi cette voie est indirecte. La première voie, elle, son deuxième neurone a quitté directement le putamen pour aller vers le globus pallidus interne. Mais cette deuxième voie, elle, c'est ce deuxième circuit, lui, au lieu, vous avez le globus pallidus, au lieu qu'il puisse avoir une connexion directe entre le globus pallidus et le globus pallidus, et pratiquement, au lieu qu'il puisse avoir pratiquement la connexion entre les putamens et les globus pallidus internes comme au sein de la première voie, il y a franchement un détour. Il y a d'abord connexion avec le globus pallidus externe via des fibres GABAergiques. Ensuite, une nouvelle connexion, un deuxième détour entre le globus pallidus externe et le noyau sous-thalamique corps d'Ehlers via des fibres GABAergiques. Et enfin, maintenant, c'est à partir du corps d'Ehlers que la voie va rejoindre le globus pallidus interne via des fibres glutamatergiques. Voilà pourquoi on appelle cette voie la voie indirecte. Alors la voie continue avec la connexion entre le pallidum interne et le thalamus via une fibre, via des connexions pratiquement qui sont GABAergiques et des fibres thalamo-corticales sont toujours glutamatergiques. C'est ça là, la deuxième, donc pas la deuxième voie, mais le deuxième circuit. Parce que, donc en quelque sorte, la deuxième voie, parce que c'est un circuit à deux voies, nous avons parlé de la première voie qui est excitatrice et c'est la voie directe. Et ici, nous venons de parler de la deuxième voie qui est une voie indirecte, mais cette voie est inhibitrice. Maintenant, montrons maintenant comment cette voie est inhibitrice. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est très, très important. Il faut me suivre très, très bien. Je reprends mes explications et je vais associer maintenant la sécrétion des neurotransmetteurs au niveau de ces différentes connexions pour essayer un peu de vous montrer en quoi la deuxième voie est inhibitrice corticale. Parce que la première excite le cortex, mais la deuxième est inhibitrice corticale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette première connexion qui relie le cortex moteur avec les putamens, la connexion est pratiquement glutamatergique. Donc, lorsque le cortex envoie des influx via cette première connexion, vers le putamen, cette première connexion va sécréter le glutamate au niveau du putamen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le putamen et le pallidum externe sont reliés par une deuxième connexion qui est GABAergique. Alors, cette première connexion qui est glutamatergique fait synapse avec cette deuxième connexion qui est GABAergique. Cette première connexion, quand elle est activée par le cortex, va sécréter du glutamate à ce niveau. Or, le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur. Donc, le glutamate va exciter cette deuxième voie
cette deuxième connexion qui est elle-même une connexion GABAergique. Lorsque cette connexion GABAergique est excitée, elle va sécréter beaucoup de GABA, donc elle va vraiment faire se produire une décharge en GABA au niveau du globus pallidus externe à sa jonction avec le noyau, la fibre qui va vers le noyau sous-thalamique ou vers le corps de l'us. Alors, quand cette connexion sécrète beaucoup de GABA à ce niveau, la connexion va inhiber cette troisième connexion. Or, cette troisième connexion elle-même, elle est GABAergique. Vous voyez, quand cette deuxième connexion inhibe cette troisième connexion qui est GABAergique, cette troisième connexion ne va pas produire beaucoup de GABA au niveau de sa jonction avec la quatrième connexion qui est glutamatergique. Et donc, cette troisième connexion va lever l'inhibition avec la quatrième connexion. Or, la quatrième connexion, elle est glutamatergique. Quand il y a levé de l'inhibition au sein de la synapse avec la quatrième connexion, cette dernière va produire beaucoup de glutamate. Vous comprenez? Elle va produire beaucoup de glutamate. Or, en produisant beaucoup de glutamate, la connexion va exciter la nouvelle connexion qui fait synapse avec elle, donc cette cinquième connexion qui va vers le thalamus. Or, la connexion qui va vers le thalamus est GABAergique en elle-même. Vous verrez qu'elle est maintenant, étant donné qu'elle fait synapse avec cette connexion glutamatergique excitée, donc cette connexion GABAergique, cette cinquième connexion GABAergique sera excitée et elle va produire beaucoup plus de GABA au niveau du thalamus. Et en produisant beaucoup plus de GABA au niveau du thalamus, elle fait connexion avec une fibre glutamatergique au niveau qui va vers le cortex moteur. Alors, lorsque cette connexion produit beaucoup de GABA au niveau du thalamus, elle va inhiber cette fibre glutamatergique qui normalement serait excitatrice sans elle. Mais étant donné que la fibre produit beaucoup de GABA, elle va inhiber cette fibre et c'est ce qui va entraîner une inhibition corticale. Et c'est via ce mécanisme que cette deuxième voie est vraiment inhibitrice corticale. J'espère que vous avez compris en quoi la première voie est excitatrice au niveau du cortex, tandis que la deuxième voie ou la voie indirecte, elle est inhibitrice au niveau du cortex. Et ça, c'est très, très important. Je vais vous dire pourquoi ça, c'est très, très important. C'est très important parce que quand nous initions un mouvement, si par exemple, nous décidons de contracter nos muscles fléchisseurs, les muscles extenseurs ou les muscles antagonistes doivent se relâcher. Vous comprenez? Pour que le mouvement puisse être smooth en anglais, ou puisse être en tout cas efficient, puisse se réaliser avec beaucoup d'efficience, il faut en tout cas que lorsque les muscles excitateurs sont stimulés, pas les muscles excitateurs, mais lorsque par exemple les fléchisseurs sont stimulés, les muscles fléchisseurs sont stimulés, les muscles extenseurs doivent être inhibés. Alors, quand il y a contraction des muscles, en quelque sorte, quand il y a contraction des muscles agonistes, les antagonistes doivent être relâchés. Alors, lorsque les agonistes sont contractés, la contraction se fait via la première voie, la voie directe, qui est excitatrice. C'est cette voie qui va du cortex moteur primaire vers l'épitamène, puis du pitamène vers le pallidum interne, puis du pallidum interne vers le thalamus, puis du thalamus vers le cortex moteur. Et c'est cette voie qui est excitatrice et qui permet aux agonistes de se contracter. Mais en même temps, les antagonistes doivent se relâcher. Vous comprenez? Il doit y avoir relâchement des antagonistes. Alors, quand il y a relâchement des antagonistes, ce relâchement se fait via la voie indirecte. La voie indirecte qui est la voie inhibitrice. Il faut que le cortex soit inhibé pour que les antagonistes soient relâchés. Et donc, ce processus se fera via la voie indirecte. Via la voie indirecte qui est une voie inhibitrice. Et voilà pourquoi, en quoi les ganglions de la base sont vraiment des structures très très importantes qui contrôlent la motricité au niveau du cortex, au niveau du système nerveux central. Alors, il y a quelque chose que je dois vous montrer à ce niveau, ce sont maintenant les connexions avec
le locus niger-desson ring ou la substance noire, hein, ou la substance noire. Il y a la substance noire est connectée avec les striatomes via des fibres qu'on appelle des fibres nigrostriées. On les appelle des fibres nigrostriées, donc des fibres qui viennent de la substance noire, qui viennent pratiquement de la substance noire pour aller justement jusqu'au niveau du putamène ou alors du striatum. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Normalement, le rôle de la substance noire est de pouvoir, ou alors le rôle du locus niger est de pouvoir faciliter ou promouvoir l'excitation corticale. C'est ça le rôle en général du locus niger. Faciliter ou promouvoir l'excitation corticale. C'est ça son rôle physiologique. Maintenant, comment maintenant le locus niger doit promouvoir l'excitation corticale? Le locus niger le fera, hein, va promettre cette excitation, va promouvoir justement cette excitation corticale via des fibres nigrostriées. Alors, comment ça se fait? C'est que le locus niger doit en quelque sorte, pour assurer cette promotion, faire en sorte que la première voie ou la voie excitatrice ou la voie directe soit excitée pour produire plus d'excitation et la voie indirecte soit inhibée parce que cette voie est inhibitrice. Il faut l'inhiber pour qu'il y ait excitation. Vous comprenez? Donc, il faut que le locus niger excite la première voie qui est excitatrice et ça fera en sorte que l'excitation puisse augmenter. Mais aussi, comment il doit agir au niveau de la deuxième voie? Il faut qu'il inhibe la deuxième voie parce que la deuxième voie elle-même est inhibiteur. Si le locus niger l'inhibe, alors la deuxième voie sera rompue et il y aura excitation. L'excitation va l'emporter et c'est comme ça que le locus niger agit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces fibres nigrostriées sont des fibres pratiquement dopaminergiques. Alors, la connexion des fibres nigrostriées, vous voyez cette fibre noire nigrostriée est connectée avec la première voie. Elle est connectée avec la première voie à ce niveau. Et ici, c'est via des récepteurs dopaminergiques D1, qui sont des récepteurs qui sont pratiquement des récepteurs excitateurs. C'est-à-dire ces récepteurs ouvrent des canaux cationiques. Ce sont des récepteurs qui ouvrent des canaux cationiques. En quelque sorte, comme on a dit, tous les récepteurs des catécholamines, que ce soit la dopamine, la noradrénaline ou l'adré, tous ces récepteurs dopaminergiques, donc des catécholamines, sont des récepteurs métabotropes et donc ce sont des G-couple receptors. Alors à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons les récepteurs D1 dopaminergiques qui sont excitateurs, qui ouvrent des canaux cationiques via la protéine G, tandis que à ce niveau aussi, lors de la synapse avec cette voie, lors de la synapse avec cette fibre nigrostriée en rouge avec la voie indirecte, ici nous avons des récepteurs D2 dopaminergiques qui sont des récepteurs en quelque sorte inhibiteurs. Donc ce sont des récepteurs qui ouvrent, lorsqu'ils sont activés, ouvrent des canaux anioniques et non pas des canaux cationiques. Et quand ils peuvent ouvrir les canaux anioniques au niveau de la membrane postsynaptique, mais aussi parfois, ça c'est souvent, mais parfois ces récepteurs peuvent ouvrir des canaux potassiques, plus pratiquement le potassium. Alors, si ces récepteurs ouvrent des canaux potassiques en postsynaptique, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le potassium va quitter le milieu intracellulaire pour aller vers le milieu extracellulaire et ceci va créer une hyperpolarisation. Voilà en quoi ces récepteurs D2 dopaminergiques sont des récepteurs inhibiteurs, soit carrément ils ouvrent des canaux anioniques via la protéine G, soit carrément ils ouvrent des canaux potassiques et font sortir le potassium pour créer une hyperpolarisation. Alors,
qu'est-ce qui se passe maintenant? On va voir maintenant comment ces récepteurs stimulent davantage la première voie, la voie directe, et inhibent davantage la voie indirecte. On va à ce niveau. Nous commençons avec la connexion noir-nigro striée qui va au niveau de la première voie. Nous avons dit que cette fibre nerveuse, vous voyez, cette fibre nerveuse, donc cette connexion va libérer à ce niveau le glutamate, hein, pour stimuler ce deuxième neurone qui est GABAergique. Alors, cette fibre dopaminergique aussi libère aussi la dopamine ici au niveau de son récepteur D2 qui va ouvrir des canaux cationiques, hein, qui vont exciter davantage ces deuxièmes neurones. Lorsque ce deuxième neurone est excité, il va inhiber davantage, donc il va produire davantage de GABA. En produisant beaucoup de GABA à ce niveau, le GABA va inhiber davantage ce deuxième neurone GABAergique qui ne produira presque rien. Donc l'inhibition sera levée ici au niveau du thalamus, et lorsque l'inhibition est levée au niveau du thalamus, cette fibre glutamatergique va faire sa décharge en glutamate à l'aise au niveau du cortex et va entraîner une super excitation corticale. Voilà, c'est ça là, l'excitation via des récepteurs D1 dopaminergiques au sein du putamen. Alors, l'inhibition via des récepteurs D2 se fait de quelle façon? Ici, nous avons la deuxième fibre en rouge qui est nigrostriée qui va pratiquement du locus niger vers l'épitamen. Maintenant, arrivé à ce niveau, cette fibre va ouvrir les récepteurs, va activer les récepteurs dopaminergiques D2 qui vont entraîner une hyperpolarisation de ce neurone. Vous comprenez? Alors qu'ici, ici encore, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Donc, en entraînant une hyperpolarisation, vous voyez ici, vous avez en quelque sorte le glutamate. Hein? Vous avez en quelque sorte les glutamates. Donc, normalement, en quelque sorte, c'est avec le glutamate, qu'est-ce qui devait se passer à ce niveau? Avec le glutamate qui est sécrété à ce niveau, essayons un peu de nous concentrer. Avec le glutamate qui est sécrété à ce niveau, ce neurone qui est GABAergique devait produire beaucoup plus de GABA. Vous comprenez? Mais suite à l'inhibition, à l'hyperpolarisation dopaminergique, ce neurone ne produira plus beaucoup plus de GABA au niveau du globus pallidus comme ça se faisait suite à la stimulation corticale. Ce neurone va produire moins de GABA parce que la dopamine via ces récepteurs D2 va inhiber ces neurones et va faire en sorte que ces neurones produisent moins de GABA. Lorsque ces neurones vont produire moins de GABA à ce niveau, il y aura l'effet de l'inhibition au niveau de ces neurones, qui est lui-même GABAergique. Alors lui, maintenant, quand l'inhibition est élevée, va produire plus de GABA à ce niveau, au niveau du noyau sous-thalamique. Vous voyez, en produisant plus de GABA au niveau sous-thalamique, ce neurone va inhiber ce neurone qui est excitateur, qui est normalement glutamatergique. Vous voyez, lorsque ce neurone glutamatergique est inhibé, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il y aura une inhibition. Ce neurone va produire moins de glutamate à ce niveau et donc va moins exciter celui-ci. Vous voyez? Donc, en produisant moins de glutamate, donc il y aura une suppression de l'excitation de ces neurones GABAergiques qui va vers le thalamus, hein, Or, quand il y a suppression de l'excitation de ces neurones GABAergiques qui va vers le thalamus, ces neurones ne vont pas produire beaucoup de GABA, suffisamment de GABA pour inhiber ces neurones corticales et par conséquent, qui dit moins de GABA, dit moins d'inhibition et par conséquent, cette voie sera stimulée et là, le cortex sera stimulé. Donc, dans les deux cas, comme je viens de vous expliquer, ces fibres nigrostriées facilitent l'excitation parce que ces fibres activent la première voie, la voie directe, et inhibent la voie indirecte qui est elle-même inhibitrice. Donc, inhibition plus inhibition dit excitation. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors,
Nous allons continuer maintenant, nous allons parler des fonctions des noyaux gris centraux. Et ici, la première fonction, c'est le contrôle du tonus musculaire. Et là, c'est très important. C'est très important. Nous avons vu que via la voie directe, pratiquement les noyaux gris centraux ou les ganglions de la base excitent ou excite bel et bien la motricité, excite la motricité via la voie directe et inhibe la motricité via la voie indirecte. Mais pour les tonus, les noyaux, les ganglions de la base inhibent les tonus. Comment ces ganglions de la base inhibent les tonus? C'est qu'il y a des fibres. Normalement, pour le tonus musculaire est contrôlé à partir du cortex cérébral via deux types de neurones. Le premier neurone est constitué par des fibres cortico, cortico, cortico-nigo-réticulaires. Donc, en quelque sorte, il y a des fibres qui quittent le cortex pour aller vers les ganglions de la base et quittent les ganglions de la base pour aller vers la formation réticulaire au niveau du bulbe. Vous comprenez ce que j'ai dit? Alors, il y a des fibres réticulospinales. Hein? J'espère que vous avez vu ça en neuroanatomie, les faisceaux réticulospinales. Alors, les fibres réticulospinales qui quittent la substance réticulée, la formation réticulée du tronc cérébral vers la moelle épinière, ça, ce sont des fibres qui excitent les tonus. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les fibres cortico-nigo-réticulaires, les fibres cortico-nigo-réticulaires ont pour rôle, donc la connexion cortico-nigo-réticulaire a pour rôle en quelque sorte de pouvoir inhiber le faisceau réticulospinal. Hein? Donc lorsque ces faisceaux, lorsque la fibre, donc la connexion cortico-nigo-réticulaire est activée, elle va entraîner une inhibition du faisceau réticulospinal et cette inhibition du faisceau réticulospinal sera à la base de l'inhibition du tonus parce que le faisceau réticulospinal lui-même occasionne l'augmentation du tonus. Voilà pourquoi lorsqu'il y a lésion des ganglions de la base, il y aura lésion de la fibre, donc de la connexion cortico-nigo-réticulaire. Quand cette connexion sera lésée, elle ne pourra pas inhiber le faisceau réticulospinal. Et quel est le résultat? Il y aura une hypertonie. Et quand il y a une hypertonie, c'est une hypertonie, pratiquement une hypertonie extra-pyramidale. Vous connaissez la différence entre l'hypertonie pyramidale et l'hypertonie extra-pyramidale. Vous verrez ça en sémiologie neurologique. Pratiquement, l'hypertonie extra-pyramidale, c'est une hypertonie anti-iode de plomb. On l'appelle hypertonie anti-iode de plomb parce que au fait, quand vous faites, si le faisceau pyramidal, lui, s'il est lésé, l'hypertonie est plastique. Hein? L'hypertonie est élastique en cas de lésion du faisceau pyramidal. Parce que quand vous imprégnez, par exemple, un mouvement au niveau du membre qui est rigide, lorsque vous relâchez, le membre revient directement à la position initiale, comme de l'élastique. Hein? Donc, vous imprimez un mouvement, vous pliez le membre, qui est dur, vous le pliez, lorsque vous relâchez, le membre revient directement à sa position initiale. Ça, c'est l'hypertonie élastique lors des lésions, de la lésion du faisceau pyramidal. Mais pour la lésion de la connexion cortico-nigo-réticulaire ou la lésion pratiquement des ganglions de la base, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est que à ce niveau, ce qui se passe, c'est que à ce niveau, vous avez, lorsque vous imprimez une pression, donc du mouvement à un membre rigide, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous relâchez la pression, au lieu de rentrer directement, donc quand vous appliquez un mouvement ici, lorsque vous lâchez, au lieu de rentrer directement comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous appliquez et lorsque vous relâchez, le membre va rentrer comme ça, progressivement comme ça. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la manœuvre de la roue dentée. Et donc, ça, c'est l'hypertonie en tuyau de plomb.
l'hypertonie antio-déplan. Donc, l'hypertonie antio-déplan, donc les membres reviennent progressivement à sa position initiale et c'est cette manœuvre, on l'appelle la manœuvre de la roue dentée. Docteur Bagouma va vous expliquer la manœuvre donc en sémiologie neurologique. La manœuvre de la roue dentée, c'est l'hypertonie extra, donc en cas d'une hypertonie extra-pyramidale. Alors, nous allons la deuxième fonction des ganglions de la base, c'est le contrôle de l'activité motrice. Et ça, nous en avons parlé via pratiquement la voie directe, l'activité motrice est stimulée, donc la motricité est stimulée, tandis que via la voie indirecte, la motricité est inhibée. Mais il y a aussi des fibres dopaminergiques qui aussi règlent bel et bien le contrôle de la motricité. Donc, il y a la réglementation des mouvements volontaires, comme on avait déjà dit, via les deux voies. Donc, il y a le cortex et initie les mouvements lorsqu'il reçoit pratiquement des signaux en provenance du cortex frontal qui les envoie bel et bien à l'aire motrice primaire. Il y a initiation du mouvement et puis les ganglions de la base vont contrôler les mouvements via leurs deux circuits, les circuits indirects qui inhibent et les circuits directs qui stimulent ou qui excitent le mouvement. Et si vous avez une lésion au sein des ganglions de la base, vous aurez des mouvements imprécis et très très maladroits. Parce que en fait, c'est ce mécanisme-là d'excitation et d'inhibition, ou alors les deux mécanismes d'excitation ou mécanismes d'inhibition, ou alors les deux mécanismes à la fois sont lésés et ceci va conduire au mouvement imprécis et maladroit. Mais il n'y a pas seulement réglementation des mouvements volontaires dans le contrôle de l'activité motrice, il y a aussi également la régulation des mouvements conscients. Donc, il y a des mouvements conscients que nous exécutons bel et bien justement par l'effet de la conscience. Comme nous avons dit que l'élaboration s'est fait au niveau, donc pas l'élaboration, mais la planification des mouvements s'est fait pratiquement au niveau du lobe frontal et donc ce sont des mouvements conscients. Alors, les fibres entre les cortex et les noyaux codés sont concernées par la régulation des mouvements conscients. Ça, c'est une spécificité. Et cette fonction des ganglions de la base est à la base des contrôles des activités cognitives. Ça, c'est très, très important. Alors, il y a ensuite la régulation des mouvements subconscients. Et ici, ça concerne des fibres corticales qui atteignent l'épitamène. Donc, il y a en quelque sorte des mouvements que nous faisons de façon subconsciente qui sont, bien que c'est peu, la majeure partie de tout ce que nous pouvons faire comme subconscient est contrôlé au niveau médulaire, mais il y a des mouvements subconscients que nous faisons, mais qui sont contrôlés au niveau cortical. Par exemple, le mouvement de balancement des mains lorsque nous sommes en train de marcher. Ça, c'est pas la moelle qui contrôle ce genre de mouvements. C'est le cortex, pas le cortex, mais c'est l'encéphale qui contrôle ce genre de mouvements via les ganglions de la base. Alors, les fibres corticales qui atteignent l'épitamène sont carrément responsables du contrôle de ce genre de mouvements. Alors, ces mouvements normalement subconscients sont déroulés au décours des activités motrices entraînées, comme je venais de le dire, lorsque nous sommes en train de pouvoir marcher, nous balançons les mains et ça, c'est pratiquement sous le contrôle des ganglions de la base. C'est très, très important. Alors, lorsque nous avons aussi comme troisième rôle, c'est le contrôle des réflexes, là nous allons signaler que la coordination de certaines activités musculaires réflexes, comme par exemple les réflexes labyrinthiques et les réflexes visuels, sont pratiquement sur le contrôle des ganglions de la base. Et ça, on a constaté lorsqu'on avait lorsqu'on était en présence des situations où les ganglions de la base étaient lésés, on avait constaté qu'il y avait
apparition des mouvements posturaux et des réflexes visuels labyrinthiques tout à fait anormaux qui entraînaient la rigidité. Et cette rigidité-là, les scientifiques, les neurophysiologiques ont tenté d'expliquer, de pouvoir l'expliquer comme provenant de la perte de l'influence inhibitrice du cortex sur la moelle épinière via les ganglions de la base. Donc, vous comprenez. Donc, si d'ailleurs, c'est pratiquement compréhensible lorsque lorsque les ganglions de la base sont lésés et le tonus est pratiquement en dehors du contrôle encéphalique, c'est tout à fait normal que les réflexes aussi soient affectés parce que les réflexes dépendent aussi du tonus. Donc, en quelque sorte, la lésion des ganglions de la base entraîne des mouvements posturaux et des réflexes visuels anormaux qui conduisent à une rigidité. Et cette rigidité provient de la perte de l'influence inhibitrice du cortex sur la moelle épinière via les ganglions de la base. Alors, le quatrième rôle, c'est pratiquement le contrôle des mouvements automatiques. Hein. C'est presque similaire, hein. C'est presque similaire aux mouvements involontaires, sauf que les mouvements automatiques sont pratiquement des mouvements qui se déroulent lorsque nous sommes en train d'exécuter certaines activités motrices. Hein, en quelque sorte. Et normalement, les mouvements, donc le balancement des mains est considéré à la fois comme mouvement involontaire et mouvement automatique. Mais il y a des neurophysiologistes qui considèrent le balancement des mains comme pratiquement un mouvement automatique. Donc pour eux, ce n'est même pas involontaire. Pour eux, c'est automatique. Il y a de l'automatisme dans l'exécution de ce genre de mouvements. Et c'est sur le contrôle aussi des ganglions de la base. Donc, les mouvements automatiques sont des mouvements concomitants avec des activités motrices. Et exemple, le balancement des bras pendant la marche, les expressions faciales pendant la parole. Et ça, c'est très, très important parce que vous allez voir que dans certaines maladies, comme la maladie de Parkinson, le malade adopte un faciès figé, justement parce qu'il y a perte de son expressivité faciale. Donc, il y a franchement impossibilité de pouvoir assurer des expressions faciales pendant la parole. Donc, ça, ce sont les mouvements automatiques. Et d'ailleurs, en cas de maladie de Parkinson, les malades conduisent son corps en monobloc et n'arrivent même pas à pouvoir balancer les mains. Donc, quand il y a lésion, il y a absence de mouvements automatiques associés, il y a ce qu'on appelle la pauvreté des mouvements. On verra ça lorsqu'on parlera de certaines pathologies. Alors, le rôle dans le mécanisme d'élever, effectivement, nous avons dit qu'il y a des connexions entre les ganglions de la base et la formation réticulaire. Or, nous savons que la formation réticulaire joue franchement un rôle dans le mécanisme d'élever. On verra ça plus tard. C'est que lorsqu'il y a lésion des ganglions de la base, ces connexions ne seront pas fonctionnelles et par conséquent, il y aura une perturbation du mécanisme d'éveil et le malade aura tendance à pouvoir somnoler. Alors, les palidomes et les noyaux rouges sont impliqués dans les mécanismes d'éveil à cause de leur connexion avec la formation réticulaire activatrice ascendante, comme je viens de le dire, et la lésion extensive du palidome entraîne de somnolence qui pourra conduire au sommeil. Alors, ici maintenant, nous allons commencer à parler de certaines maladies, de certains désordres associés à l'atteinte des ganglions de la base. Et ici, nous allons commencer avec la maladie de Parkinson. Alors, au cours de cette maladie, en quelque sorte, il y a dégénérescence des fibres dopaminergiques au niveau du locus niger. Et cette dégénérescence des fibres dopaminergiques va faire en sorte qu'il y aura en quelque sorte une levée pratiquement d'inhibition
pas une... Bon, au fait, vous savez que ces fibres dopaminergiques, donc les fibres nigrostriées, font en sorte que il y ait pratiquement une excitation de la première voie et une inhibition de la voie indirecte ou la deuxième voie de ces circuits à deux voies comme on l'avait vu. Donc c'est grâce au locus niger, ces fibres dopaminergiques, qu'il y a excitation. Donc c'est franchement un système qui favorise le mouvement par des influx excitateurs de la première voie ou la voie directe et inhibiteurs de la deuxième voie ou la voie indirecte. Alors lorsqu'il y a, qu'est-ce qui se passe au cours de cette pathologie, c'est qu'il y a franchement destruction des neurones dopaminergiques du locus niger par dépôt des concrétions des synucléines pratiquement au niveau de la passe compacte du locus niger, et c'est ce qui va faire en sorte que ces corps cellulaires des neurones dopaminergiques vont dégénérer à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il s'agit d'une maladie dégénérative à évolution lente qui apparaît le plus souvent pendant la vieillesse. Donc, c'est une maladie franchement de la vieillesse. Alors, il y a description des neurones du locus niger qui produisent la dopamine, et nous savons déjà nous-mêmes le rôle des voies nigrostriées sur la motricité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à ce niveau? Il y a des gens qui pensent que le grand boxeur Mohamed Ali américain qui était décédé de parkinsonisme, il y a des gens qui pensaient que c'est grâce aux coups répétés qu'il a reçus sur sa tête qui ont entraîné le dommage des cellules dopaminergiques. Mais ça, c'est une supposition qui ne tient pas vraiment debout, parce que lorsqu'on regarde l'éthiopathogénie de la maladie de Parkinson avec ce qu'on a en appât, les corps de Lewis et le dépôt d'alpha-synucléine, c'est difficile de faire une relation entre les coups qu'on peut recevoir sur la tête et l'apparition des concrétions des synucléines qui vont détruire les neurones dopaminergiques. Donc, en quelque sorte, les gens supposent, mais ce n'est pas vraiment confirmé. Alors, la suite, c'est que il y a bel et bien des multiples causes des dommages des ganglions de la base, ou alors en quelque sorte plus particulièrement des dommages du locus niger, des neurones du locus niger. Il peut survenir au cours d'une infection virale du cerveau, comme par exemple les encéphalites. Ça peut entraîner une destruction d'origine infectieuse ou inflammatoire des neurones du locus niger, ou alors carrément une athérosclérose cérébrale qui peut conduire à une ischémie au niveau du locus niger. Blessure des ganglions de la base au cours d'un traumatisme crânio-encéphalique. On continue toujours à penser à cela, mais cette cause est de plus en plus controversée, mais aussi il y a aussi certains, donc il y a certains médicaments qui conduisent à un parkinsonisme, par exemple les neuroleptiques. Les neuroleptiques avec leur dyskinésie facio-bico-lingo-masticatrice conduisent bel et bien à un parkinsonisme. Donc, lorsque vous donnez des neuroleptiques aux malades qui inhibent les récepteurs dopaminergiques au niveau du striatum, cela peut conduire à en quelque sorte, à une hyperexcitation de la première voie et une hyperinhibition de la deuxième voie. Et pas hyperexcitation de la première voie, oui, pas hyperexcitation, mais la première voie gardera son état d'excitation, mais la deuxième voie sera inhibée encore davantage, et ceci pourra conduire à des dyskinésies facio-bico-lingo-masticatrices qu'on répertorie parmi les effets secondaires des neuroleptiques. Et ça, c'est
un parkinsonisme médico-induit. Je pense que vous verrez cela en pharmacologie spéciale. Mais aussi, il y a la réserpine, c'est un antihypertenseur qui a été aussi rapporté comme étant responsable dans certaines conditions à un parkinsonisme médico-induit. Alors, il y a aussi des causes inconnues, donc des maladies de Parkinson qui surviennent chez certains individus et on n'arrive même pas à pouvoir détecter la cause. Maintenant, il y a plusieurs symptômes. Il y a le tremblement initial, c'est franchement un tremblement de repos qui serait dû à une désorganisation franchement entre ces systèmes excitateurs et ces systèmes inhibiteurs. Donc vous allez voir que étant donné que la dopamine n'est pas libérée au sein du striatum, lorsque par exemple les excitateurs sont les agonistes sont activés, au lieu que les antagonistes soient inhibés, les antagonistes sont aussi activés ou carrément les antagonistes sont seulement inhibés de façon moins efficace. Cela va en quelque sorte gêner le mouvement des muscles agonistes et ceci va conduire à des tremblements, des repos. Donc vous allez voir que la personne sera en train de trembler justement parce que le mouvement qui devait exercer les muscles agonistes est en quelque sorte entravé par les antagonistes qui n'arrivent pas à se relâcher, étant donné que la deuxième voie, la voie indirecte, est en train de dysfonctionner. De la même façon, le mouvement de relâchement des antagonistes peut être gêné par les agonistes qui n'arrivent pas à pouvoir être stimulés convenablement. Alors, il y a la lenteur de l'exécution des mouvements, ce qu'on appelle la bradykinésie, et ceci est bel et bien dû à un défaut d'excitation adéquate de la première voie qui est elle-même d'abord excitatrice, mais a besoin normalement d'être stimulée par des fibres nigostriées dopaminergiques d'un 1. Lorsque la dopamine manque, pratiquement il y aura lenteur des mouvements et donc une bradykinésie. Il y a la pauvreté des mouvements, donc en quelque sorte, une bradykinésie exagérée peut conduire à une perte de tout automatisme. Donc c'est presque la même chose. Il y a une rigidité et une démarche festinante justement parce que nous avons dit que les fibres cortico-nigo, donc en quelque sorte nous avons dit que les ganglions de la base sont en rapport, sont en connexion avec, plus particulièrement les striatomes, il est en connexion avec la formation réticulaire qui carrément via les fibres réticulospinales active le tonus musculaire. Alors, les fibres en provenance des ganglions de la base ont pour but de pouvoir inhiber les faisceaux réticulospinal. Lorsque les ganglions de la base sont lésés, ces faisceaux réticulospinal ne sera pas inhibé et par conséquent, le tonus sera exagéré et donc il y aura une rigidité accrue. Alors, il y a des troubles de l'élocution, le malade n'arrive plus à parler à cause de ce faciès inexpressif et il y a une instabilité émotionnelle et la démence qui est le plus souvent due à l'âge. Alors, le traitement, normalement, on devait donner la dopamine, mais la dopamine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Qu'est-ce qui se passe? Comme la dopamine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, son isomère, donc la levodopa, son précurseur plutôt, c'est pas son isomère, son précurseur, la levodopa, lui, il traverse la barrière hémato-encéphalique. Donc, avant, on donnait la levodopa elle-même, mais par la suite, on a constaté qu'il y avait un problème. Cette levodopa était décarboxylée en périphérie par la dopamine avant même d'atteindre le système nerveux central et par conséquent n'arrivait plus à pénétrer la barrière hémato-encéphalique. Voilà pourquoi les préparations actuelles associent à la fois la levodopa et un inhibiteur de la dopa décarboxylase, enzyme qui assure la décarboxylation de la levodopa en dopamine avec comme cofacteur le phosphate dipyridoxal ou la forme active de la vitamine B6. Alors, parmi les inhibiteurs de la dopa décarboxylase qu'on utilise les plus couramment, c'est
la benzérazide et le cinémètre. Alors, quand on associe la lévodopa à la benzérazide, c'est le modopa comme spécialité pharmaceutique. Ou alors, quand on associe la lévodopa et la carbidopa, ça donne bel et bien le cinémètre. Donc, les deux inhibiteurs de la dopa décarboxylase, c'est la benzérazide et la carbidopa. Alors, lévodopa plus benzérazide, c'est le modopa. Lévodopa plus carbidopa, c'est les cinémètres. Donc, actuellement, au lieu de prescrire la lévodopa, nous prescrivons le modopa ou alors les cinémètres parce que ces préparations comprennent un inhibiteur de la dopa décarboxylase et permettront à la lévodopa de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'arriver au niveau des neurones du locus niger des sommeries. Alors, il y a la maladie de Wilson aussi. Qu'est-ce qui se passe avec cette maladie? C'est qu'il y a un déficit en celluloplasmine. La celluloplasmine, c'est franchement une protéine qui permet en quelque sorte de pouvoir quélater le cuivre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque cette protéine est déficitaire? Le cuivre va s'accumuler. Maintenant, où est-ce que le cuivre s'accumule? Le cuivre s'accumule sur 3 sites dans l'organisme. Il s'accumule d'abord au niveau du foie et va causer une cirrhose. Il s'accumule aussi au niveau de la cornée. Or, nous savons que la cornée a une membrane basale qu'on appelle la membrane de Descemet. La membrane de Descemet, c'est l'épithélium, donc la membrane basale de l'épithélium cornéen. Alors, le cuivre s'accumule à ce niveau et va donner un anneau bleu cornéen qu'on appelle l'anneau de Kayser-Fleischer. Et alors, le troisième site d'accumulation du cuivre, c'est au niveau des ganglions de la base. Et quand il s'accumule au niveau des ganglions de la base, il cause un syndrome extra-pyramidal. Et tout syndrome extra-pyramidal se caractérise par une hypertonie, une akinésie et un tremblement de repos. Et je viens de vous expliquer d'où est-ce que tous ces signes proviennent. Donc, ce que vous allez noter, c'est que la maladie de Wilson est due à un dépôt cuprique tissulaire et là nous avons donné 3 sites, donc le foie, les ganglions de la base et la membrane basale de l'épithélium cornéen qui est la membrane de Descemet donnant l'anneau bleu cornéen de Kayser-Fleischer. Alors, cette maladie est encore appelée dégénérescence hépato-lenticulaire progressive. Donc, elle se caractérisera hépato-lenticulaire parce que le foie est lésé, il y a une cirrhose, et lenticulaire parce que le noyau lenticulaire pratiquement au niveau du striatum, même l'épitamine et globus pallidus, il y a un dépôt du cuivre à ce niveau. Alors, j'ai déjà donné la clinique. Maintenant, les lésions du noyau lenticulaire concernent en particulier l'épitanome, donc le striatum, et ceci va entraîner une hypertonie, une akinésie et des tremblements de repos. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? La chorie, c'est une série de mouvements involontaires anormaux. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de pouvoir suivre en quelque sorte la musique de Michael Jackson. J'aimais suivre vraiment la musique de Michael Jackson. Franchement, c'était un bon danseur. Vous voyez comment il dansait? Voyez sa façon de danser. Exactement, c'est comme ça que se déroule le mouvement choréique. Bon, moi, je sais pas, moi, je ne sais pas s'il souffrait déjà de la choré. Je pense que non, c'était son style. Mais franchement, c'est de cette façon que se déroulent des mouvements choréiques. Ce sont des séries de mouvements, mais ici, ce sont involontaires et ces mouvements sont de plus en plus saccadés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'il y a inhibition de la voie indirecte. Donc, vous avez la voie indirecte qui est normalement inhibitrice. Alors, lorsque cette voie indirecte est inhibitrice, il y aura une hyperexcitation. Il y a vraiment le syndrome choréique le plus connu, c'est la chorée de Huntington. Il y a une chorée de Huntington. Avec cette chorée de Huntington, qu'est-ce qui s'est passé? Que il y a en quelque sorte un trouble génétique au niveau du chromosome 4 qui fait en sorte que il y aura une répétition au niveau du gène de GAG. Donc, répétition, donc pas GAG mais CAG. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y aura synthèse des protéines avec répétition de la cytosine, de la guanine, de l'adénine et de la guanine,
qu'est-ce qui va se passer? Il y aura pratiquement synthèse d'une grande partie, d'une grande proportion de glutamate. Et donc, vous allez voir que les sujets avec Corée de Huntington sécrètent beaucoup de glutamate, ce qui fait en sorte que l'excitation va l'emporter sur l'inhibition et cela va entraîner des mouvements choréiques. Et alors, la lésion se localise le plus souvent avec, s'accompagne le plus souvent avec destruction au niveau de la voie indirecte des ganglions de la base et ceci va entraîner pratiquement des mouvements saccadés, donc qui intéressent le plus souvent les membres. Alors, la lésion concerne à la fois le noyau codé et l'épitamène. Franchement, lorsque ça atteint l'épitamène, ça lèse le plus souvent la fibre dopamine, la fibre GABAergique qui relie l'épitamène avec le pallidum, pas le pallidum, mais donc l'épitamène avec le pallidum externe. Donc cette fibre est lésée et pratiquement qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une hyperstimulation et les mouvements seront bel et bien saccadés. Alors, il y a aussi la tétose. La tétose, c'est lorsque maintenant c'est la voie directe excitatrice qui est lésée, comme par exemple la fibre GABAergique qui doit relier pratiquement l'épitamène avec le pallidum interne. Et le plus souvent, ces deux lésions se déroulent là même au niveau du pitamène. C'est la raison pour laquelle on a une association à la fois de la chorée et de la tétose. Alors ici, au niveau de la tétose, vous voyez comment les Indiennes dansent. Je ne sais pas si vous regardez les films indiens, les séries indiennes. Vous voyez comment ces filles dansent avec des mouvements lents, réguliers, donc le rythme est vraiment lent. C'est ça, c'est de cette façon que se déroule la tétose, mais ici les mouvements sont involontaires. Alors ici, c'est la lésion de la voie, pratiquement la voie directe. Et le plus souvent, l'épitamène est lésé. Et quand l'épitamène est lésé, les deux voies sont atteintes. Et c'est ce qui fait que normalement, les mouvements choréiques sont associés aux mouvements atétosiques pour former ce qu'on appelle la choréoatétose. Et c'est ça la cinquième pathologie. Donc, elle est pratiquement due à la lésion du striatum, du néostriatum, qui regroupe le noyau codé et l'épitamène. Alors, les mouvements, maintenant, quand on a la choréoatétose, les mouvements musculaires sont involontaires et dépourvus de but. Donc, franchement, tout est désordonné à ce niveau. Alors, la cause, c'est la combinaison des effets de la chorée et de la tétose, comme je l'avais déjà signalé précédemment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a l'hémibalisme. Maintenant, ici, il s'agit de la lésion du corps de l'us. Vous voyez, normalement, c'est la voie indirecte qui transite à travers le corps de l'us parce que la voie directe, elle quitte l'épitamène vers le pallidum interne et se relie au thalamus. Alors que la voie indirecte, elle quitte l'épitamène, arrive au niveau du pallidum externe, mais c'est le pallidum externe qui fait jonction qui se connecte bien sûr avec le corps de l'us et le corps de l'us se connecte avec le pallidum interne. Alors, quand il y a lésion du corps de l'us, pratiquement c'est la voie indirecte qui sera lésée. Or, la voie indirecte est inhibitrice. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la voie inhibitrice est lésée, il y aura une hyperexcitation. Et quand il y aura une hyperexcitation, vous avez des mouvements involontaires anormaux et violents d'un côté du corps. Pourquoi d'un côté du corps? Parce que nous avons pratiquement deux corps de l'us. Et si vous avez le corps de l'us gauche qui est lésé, alors les mouvements anormaux vont concerner le côté droit du corps. Tandis que si vous avez le corps de l'us gauche donc le corps de l'us droit qui est lésé, les mouvements normaux involontaires vont concerner en quelque sorte le côté droit du corps parce que ces mouvements sont sous le contrôle du faisceau pyramidal. Or, ce faisceau pyramidal décusse. Et quand on parle de l'hémibalisme, ce sont des mouvements d'hyperexcitation, des mouvements violents et saccadés. Donc, lorsque le sujet est en train de marcher, les bras se balancent largement. En quelque sorte, les épaules et les hanches font vraiment des mouvements anormaux hyperactifs.
Alors, la cause, c'est la dégénérescence du noyau subthalamique de l'us, corps de l'us, comme je l'avais déjà signalé auparavant. Alors, il y a aussi l'ictère nucléaire, c'est ou Kernicterus en anglais, concerne bel et bien la complication majeure des hyperbilirubinémies néonatales. Normalement, euh, la bilirubine indirecte, donc ce sont des hyperbilirubinémies indirectes néonatales. La bilirubine indirecte, elle est liposoluble, elle n'est pas hydrosoluble. C'est la bilirubine directe qui est hydrosoluble et qui ne peut pas traverser les membranes des cellules. Mais cette bilirubine indirecte, elle est liposoluble. Normalement, pour qu'elle ne puisse pas pénétrer à l'intérieur des tissus, elle doit se lier à l'albumine pour former la bilirualbumine. Et c'est cette bilirualbumine-là qui fera en sorte qu'elle soit transportée à l'intérieur du sang sans pour autant pénétrer l'intérieur des tissus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on a une hémolyse massive en période néonatale, comme par exemple chez les prématurés? Vous avez une hyperproduction de la bilirubine indirecte. Quand vous avez une hyperproduction de la bilirubine indirecte, le stock en albumine qui doit lier cette bilirubine sera épuisé, ce qui va faire en sorte que vous aurez de la bilirubine indirecte qui sera libre dans le sang. Et c'est cette bilirubine indirecte-là qui est liposoluble, va traverser la membrane, donc les membranes cellulaires des cellules qui sont constituées essentiellement de phospholipides, et cette liposolubilité va permettre à cette bilirubine indirecte de pénétrer à l'intérieur des cellules. Et quand ceci se passe au niveau des noyaux gris centraux, la bilirubine indirecte va pénétrer à ce niveau et créera une lésion des ganglions de la base. Et quand il y a lésion de ces ganglions de la base, ceci va créer un ictère nucléaire qui se caractérise aussi par un syndrome extrapyramidal. Or, tout syndrome extrapyramidal qui se respecte comprend une triade, donc 3 signes. Il y a d'abord l'hypertonie, la kinésie et le tremblement de repos. Alors, ici, les ganglions basaux sont les parties les plus affectées. Bel et bien évidemment, on ne sait pas encore quelle est la raison de cette sélectivité, mais en tout cas, la bilirubine indirecte y pénètre massivement. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet exposé. J'espère que vous avez apprécié le sujet dont nous avons parlé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activez les notifications, likez cette vidéo et rejoignez-moi en commentaire pour d'éventuelles questions. Merci, bonsoir chez vous.